Avant-dernière démo technique de la journée, le thème récupération de données suite à une attaque ransomware. Et pour nous parler de ce beau sujet sympathique, messieurs Samuel Durand et monsieur Guillaume Coutan de la société Databack. Messieurs, vous avez 30 minutes. À tout à l'heure. Merci à tous d'être venus aussi nombreux sur ce sujet de la récupération de données suite à des attaques ransomware. Alors pour commencer, pour se présenter, donc, je suis Guillaume Coutan, je suis en charge du développement de l'activité Databack et je suis accompagné de Samuel Durand qui est le directeur technique et le cofondateur de Databack, donc, qui a été fondé il y a plus de 20 ans maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque l'objectif de cette présentation, c'est de pouvoir rentrer vraiment plus en détail, vous présenter comment on procède concrètement. Alors on n'ira pas sur un niveau de technicité trop avancé, mais c'est vraiment de pouvoir déconstruire des potentielles idées sur ce qu'est un ransomware et surtout sur l'idée que suite à une attaque, finalement, il n'y a pas d'alternative à un paiement de la rançon ou d'avoir des sauvegardes qui soient réutilisables. Il se trouve qu'on a de beaux cas concrets qui démontrent qu'on peut récupérer de la donnée, et donc c'est ce qu'on va vous expliquer et essayer en tout cas de vous présenter. Donc avant de rentrer justement sur cette présentation, vous redonner un petit peu de contexte sur ce qui nous a amené à nous pencher sur ce cas de récupération de données justement et de récupération de données dans le contexte du ransomware. Donc Databack fête ses 20 ans aujourd'hui. Les ransomware sont des activités qui sont plus récentes puisque ça a vraiment commencé à se démocratiser à partir de 2018. Et historiquement, comme son nom l'indique, finalement Databack est spécialisé sur la récupération de données et sur tout type de support. Donc typiquement, le cas concret, c'est des disques durs qui tombent au sol. Ça va être des suppressions qui peuvent être intentionnelles ou malheureuses. Je pense que c'est déjà arrivé peut-être à des personnes dans cette salle de soit faire tomber un disque externe et de perdre les données, ou alors d'avoir une action malheureuse sur un effacement en tout cas de données. Et notre métier finalement, c'est de pouvoir récupérer ces données qui sont finalement toujours présentes sur les disques et de pouvoir donc mettre à disposition de nos clients des supports qui soient fonctionnels avec une donnée qui soit exploitable. Donc ça, c'est vraiment l'historique, je dirais, de l'activité Databack. Année après année, évidemment, on s'est adapté aux évolutions technologiques, puisqu'on est vraiment passé des supports de stockage sur bande, disque, et maintenant on est sur des technologies type NVMe typiquement, où vraiment la technologie n'a plus rien à voir. Et on a dû donc s'adapter, faire beaucoup de reverse et vraiment monter en compétence sur cette connaissance très bas niveau de comment s'organise la donnée sur les supports de stockage. Et finalement, c'est ce qui nous a amené à nous intéresser donc, en 2018 avec les premiers cas de ransomware au fonctionnement, je dirais, de ces attaques. Comment finalement l'attaque se touche directement les données, puisque le résultat est là, c'est-à-dire que on a souvent cet écran qui nous invite à payer une rançon et finalement c'est de voir un petit peu l'impact que ça a réellement sur les données et on se rend compte que l'attaquant, alors on rentrera dans le détail un peu plus après, mais l'attaquant va chercher à faire un maximum de dégâts en un minimum de temps. Il a une fenêtre de tir qui est assez limitée avant de potentiellement être détecté et donc il ne va pas je dirais dans la grande majorité des cas, va pas être en mesure de chiffrer l'intégralité des données. Son objectif, c'est vraiment de rendre le SI inopérant, de supprimer, détruire les sauvegardes ou de chiffrer les sauvegardes, mais c'est vraiment de faire un maximum de dégâts en un minimum de temps. Et c'est pour ça que justement, on le verra ensuite, ça nous laisse de belles chances finalement de récupérer des données, et Samuel en parlera mieux que moi en tout cas sur la démonstration technique. Après, vous avez quelques éléments de chiffres justement sur Databack. On reste une petite structure, en tout cas, où on a 15 personnes, vraiment une société à taille humaine. La plupart des collaborateurs sont arrivés dès la création de la société. Et finalement, c'est un savoir-faire qu'on a construit année après année. Et justement, ce qui explique cette connaissance très fine des différents systèmes de fichiers, des différentes technologies. Et donc, cette capacité à aller très loin techniquement sur du reverse et d'obtenir les résultats qu'on arrive à obtenir. Donc on voit aussi quelques éléments clés, donc c'est 1250 clients sauvés par an, plus de 150 cas par an de rançongiciel, donc c'est vraiment pas une activité anecdotique. On est vraiment intervenu sur des cas très variés, sur des technologies très différentes et aussi des typologies de ransomware qui étaient très différentes. Donc justement, quelle option pour restaurer les données et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer et Samuel va vous présenter un petit peu le cas concret. Aujourd'hui, je pense dans l'esprit de tous, quand on est face à cette typologie d'attaque, on a un ransomware, les sauvegardes ont été détruites ou chiffrées, comme je disais plus tôt. L'alternative, c'est quoi? C'est de payer la rançon finalement. Alors c'est vraiment les cas les plus extrêmes, quand on est dos au mur, et on le voit malheureusement aussi assez souvent. Donc il y a cette solution du paiement de la rançon,
qui vient quelque part aussi financer et contribuer à un écosystème criminel. Donc malheureusement, parfois, on n'a pas le choix, donc on ne va pas jeter la pierre, je dirais, aux personnes qui font qui prennent cette décision. Mais l'option, c'est ça, c'est payer la rançon, potentiellement être identifié comme un bon client aussi auprès des attaquants, puisqu'on a payé une fois, donc on n'est pas à l'abri de pouvoir être de nouveau, je dirais, ciblé par la suite. Ou sinon, ressaisir les données, et on sait aussi concrètement, en fonction de la taille des SX, c'est juste complètement, je dirais, illusoire, en tout cas en termes de coûts. Et on parle vraiment de la survie des activités de nos clients, en tout cas, qui sont concernés. Donc finalement, c'est pour ça que ce levier de pression du ransomware est assez fort. Et c'est pour ça qu'on veut vous parler aujourd'hui de cette solution de récupération de données qui est une vraie alternative, en tout cas au paiement de la rançon, à la reconstruction le fait de ressaisir les données from scratch. Et donc on va vous présenter ça. L'idée, c'est vraiment d'y aller de manière, je dirais, assez pédagogique par étapes, pour en tout cas bien comprendre comment s'organise la donnée, comment un ransomware fonctionne et comment justement on arrive à récupérer la donnée. Donc je vais laisser la parole à Samuel pour vous présenter tout ça. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, le but de ma présentation sera d'expliquer que chez Databack, on ne fait pas de magie. Il n'y a pas d'ordinateur quantique de caché ou quelque chose comme ça pour déchiffrer la donnée. On se base vraiment sur une expérience sur énormément de cas de récupération de données. Et puis, petit à petit, avec tout ce qu'on a vu sur les attaques, on s'est rendu compte que les attaquants, pour faire le maximum de dégâts, comme disait Guillaume, en un minimum de temps, aller chiffrer que partiellement les fichiers volumineux containers. Alors qu'est-ce qu'on appelle un fichier volumineux container? Ça va être des disques virtuels, des sauvegardes Vim, tous ces types de fichiers qui sont volumineux et qui vont être endommagés lors de l'attaque par un chiffrement qui va être partiel. Avant ça, je vais juste faire quelques rappels pour bien comprendre dans cet exemple. L'exemple, il ne représente pas tout ce qu'on fait pour la récupération de données suite ransomware, mais vraiment pour un cas typique qui est un chiffrement sur un disque virtuel dynamique. Donc on va se retrouver, ça va être des fichiers type VHDX qui vont être dans les Hyper-V. Un disque, voilà, je vais représenter ça par une grande bande vide sur lequel on va venir formater en fait, le système de fichiers. Ça va écrire de la métadonnée, c'est les bandes vertes qu'on voit donc, sur le schéma. Puis après, inscrire de la donnée. Donc là, on se retrouve à avoir des données à peu près linéaires avec des espaces qui ne sont pas utilisés par le système de fichiers. C'est vraiment pour expliquer, vous allez voir après, pourquoi j'ai fait ce schéma-là. Un disque virtuel, c'est la même chose avec une en-tête au début et à la fin, s'il est préalloué. Donc en fait, c'est exactement comme si c'était un disque dur, mais dans un fichier, avec les données qui sont inscrites d'une façon linéaire, avec des métadonnées et des données linéaires. Un disque virtuel avec une allocation dynamique, donc là, ça permet de gagner énormément d'espace pour les hyperviseurs. C'est pareil, il y a un début, il y a une fin, mais par contre, il n'y a plus d'espace libre. Toutes les données ne sont pas inscrites d'une façon linéaire comme elles pouvaient être sur le disque ou le disque virtuel préalloué. Les données sont vraiment gérées par une table, un peu comme vous voyez les tables FAT ou des choses comme ça qu'on peut avoir sur des systèmes de fichiers pour que les données puissent être retrouvées facilement par cette table et que la taille du fichier soit plus petite. Que font les pirates lors de l'attaque? Généralement, ils vont conserver la donnée prioritaire pour eux, qui est la donnée de production. C'est la donnée la plus fraîche. C'est cette donnée qu'ils vont chiffrer. Ensuite, tout ce qui est sauvegarde, généralement, elle va être soit chiffrée, soit détruite. Dans 81% des cas, on va avoir les deux cas, c'est-à-dire qu'elle va être chiffrée et détruite. Donc on se retrouve à avoir plus possibilité d'avoir accès au backup. Le chiffrement sur la production, donc on l'a représenté par des petites bandes rouges. Vous voyez, tout n'est pas chiffré dans le disque de production. Voilà, il y a des espaces qui ne sont pas chiffrés. Alors, le client va récupérer donc un disque, un fichier totalement inopérant puisqu'il a été chiffré partiellement. Et pour lui, il n'y a aucune possibilité de récupérer la donnée. Dans ce cas-là, que va faire le client? En règle générale, il va tenter des outils de récupération de données standards, type Photorec, des choses comme ça, pour pouvoir essayer de récupérer la donnée. Ce qu'on a vu dans les schémas précédents, c'est que la donnée n'est pas inscrite d'une façon linéaire et ne répond pas à une logique, je dirais, standard de disque dur. Donc ces outils vont être totalement inopérants
et ne vont pas permettre de pouvoir récupérer la donnée, soit avec leur nom, soit avec leur contenu. Qu'est-ce qu'on fait chez Databack pour pouvoir pallier à ça? Déjà, on va essayer de déterminer quelles sont les bandes de chiffrement qui sont dans le fichier. Donc on parle toujours d'un fichier, mais en fait, il faut bien représenter, c'est comme un disque virtuel ou un disque, qui est vraiment avec de la donnée un peu dans tous les sens. On va étudier l'entropie sur les disques, dans le fichier, pour pouvoir savoir quelles zones ont été chiffrées lors de l'attaque. Ça permet pour nous de vraiment bien déterminer, c'est très important pour la suite, quelles zones ont été chiffrées sur le fichier. Une fois que ces zones-là ont été identifiées de notre côté, on va reconstruire un fichier comme un disque virtuel préalloué, comme ce que j'ai montré au début. C'est-à-dire que les données, on va les relinéariser. Donc avec une en-tête, de début, de fin, et on va réinscrire les données avec les espaces, vraiment les positions des données comme elles devraient l'être dans un disque préalloué. Mais également, toutes les zones qui ont été endommagées, détruites par le chiffrement, vont être remises dans ce disque régénéré, mais avec des indicateurs de compromission. C'est ce qui va nous permettre, lors de la première récupération, c'est un premier niveau de récupération, de pouvoir, à partir de ce moment-là, vous voyez bien, on peut passer des outils de récupération standard dessus pour pouvoir récupérer la donnée. Et le but, maintenant, ça va être de définir quels fichiers sont endommagés dans cette récupération. Il faut savoir que lors d'une attaque par rançongiciel, sur des fichiers volumineux, on va avoir un taux de chiffrement qui est entre 1 et 10%. Donc ça laisse beaucoup de données non atteintes par le chiffrement. Donc quand on arrive à récupérer un fichier dans cet ordre-là, on va avoir à peu près 80% de la donnée qui va être valide. Et celle qui est endommagée, vu qu'on a placé des indicateurs de compromission, on va savoir quels fichiers exactement sont endommagés. Alors ça peut déjà être satisfaisant pour une partie des entreprises avec 80% de récupération, mais ça ne l'est pas si par exemple vous avez une base de données SQL Server qui est atteinte par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver le maximum de versions de la donnée. Dans le cas précis que je vous ai présenté, c'était un disque dynamique Hyper-V. Donc en général, on va avoir la sauvegarde qui va être atteinte. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on intervient chez Databack, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de récupération. Il n'y a plus de backup disponible. Tout a été atteint lors de l'attaque. Donc si par exemple le backup a été détruit, voilà, ça revient comme un effacement. On va récupérer des données qui ont été chiffrées avant l'effacement, mais qui sont quand même chiffrées. On va se retrouver avec d'autres fichiers containers d'un autre type. Par exemple, du Vim Backup qui va être chiffré. Donc Vim Backup, pareil, c'est un système, c'est un format de fichier spécifique avec de la compression. On va la relinéariser et en fait, on va refaire la même action que précédemment, c'est-à-dire qu'on va régénérer un disque avec des indicateurs de compromission. Plus on a de versions de la donnée, plus on aura de possibilités de récupérer les données. Parce que les bandes de chiffrement ne vont pas se retrouver alignées entre les différentes versions de la donnée. Donc plus on a de versions de la donnée et on arrive à 100% de la récupération des données. Voilà un cas typique de récupération de données suite ransomware sur lequel on travaille chez Databack avec des très bons taux de réussite. Il faut savoir qu'à partir du moment où on qualifie une possibilité de récupération, on détermine qu'il y a des fichiers volumineux containers qui ont été atteints. 9 fois sur 10, on va pouvoir récupérer toutes les données suite à l'attaque. Donc ça laisse des très bons taux de réussite. Alors pour arriver à ça, il faut une grosse expertise sur les systèmes de fichiers. Donc là, on a indiqué sur les formats de fichiers. Donc on peut retrouver après des configurations de systèmes de fichiers particuliers avec des déduplications, du versionning. Donc si on n'a pas cette expertise-là de reverse sur ces systèmes de fichiers et ces formats de fichiers, ça ne peut pas fonctionner non plus. Puisqu'à Databack, on crée nos propres outils de récupération et de réalinéarisation de la donnée. Et également, on va pouvoir travailler donc, sur tous les autres formats de sauvegarde qui peuvent être du Vim, de l'Acronis, Active Backup, vraiment tout ce qui est container et volumineux, il y a des possibilités de récupération. Et également, maintenant, mais je ne rentrerai pas sur cet élément-là aujourd'hui, sur les nœuds hyperconvergés qui se font attaquer aussi au niveau hyperviseur. Voilà pour la démonstration technique, pour expliquer qu'en fait, à Databack, on ne fait pas de la magie, mais c'est vraiment un traitement de la donnée et on utilise une faille dans le chiffrement parce que l'attaquant, il ne va pas pouvoir chiffrer 100% de la donnée sur un système d'information lors de l'attaque. Il va être à peu près entre 1 et 10%, avec des volumétries qui sont très conséquentes maintenant sur les nouveaux systèmes d'information. Je ne sais pas après si tu voulais...
Non, merci Samuel. Du coup, pour revenir un petit peu sur le processus maintenant d'intervention et vous repréciser un petit peu la démarche dans laquelle on est amené à intervenir. Donc je pense que vous l'avez compris, on travaille avec tous les cesseurs puisque notre rôle n'est pas de travailler sur l'investigation, hein, on se concentre vraiment sur la récupération de données. Donc je dirais que le plus tôt on est dans la cellule d'urgence intégrée pour pouvoir justement qualifier et donner nos préconisations qui vont être vraiment orientées sécurisation de la donnée, parce qu'il peut y avoir des actions qui peuvent être malheureusement aussi irrémédiables en termes d'action et qui peuvent potentiellement compliquer en tout cas la tâche de récupération. Donc on préconise en tout cas d'être dès le départ dans la cellule d'urgence. Évidemment, c'est une démarche qui est 100% gratuite. Hein. L'idée, c'est de pouvoir justement donner nos premiers conseils et laisser ensuite, évidemment, les victimes regarder, faire l'état des lieux et se dire est-ce qu'il y a des sauvegardes qui sont récupérables, est-ce que finalement il y a des éléments où ils n'auront pas besoin de faire appel à nous. Encore une fois, comme disait Samuel, on intervient vraiment en dernier recours et en solution, je dirais, dès lors qu'il n'y a plus de sauvegarde réutilisable. Donc il y a cette partie vraiment qualification. On peut aussi déterminer du coup le taux de succès, puisqu'en fonction des périmètres, on peut déjà en tout cas indiquer notre capacité à récupérer la donnée et je dirais le taux de chance qu'on pourrait avoir en tout cas à la récupérer. Dès lors où le sujet effectivement arrive chez nous et qu'effectivement on doit se concentrer sur le diagnostic, puisque c'est la première étape, hein, on n'est pas sur une science exacte où on est certain de pouvoir récupérer, il faut qu'on puisse analyser, ça va dépendre des typologies de ransomware, ça va dépendre des typologies d'équipements qui ont été également ciblés. On peut les récupérer soit évidemment physiquement dans notre laboratoire, donc qui est notamment à La Roche-sur-Yon pour pouvoir travailler sur les données, soit on peut les récupérer directement via un SFTP, puisqu'on travaille aussi avec des acteurs internationaux. Donc, typiquement, on a eu des cas récents en Australie et au Japon. On a pu aussi intervenir et démontrer notre savoir-faire sur de la récupération. Donc, à cette première étape, donc deuxième étape de diagnostic, on va vraiment confirmer le taux de récupération effectif des données. Et ensuite, il y a la phase de récupération active où là, cette fois-ci, on va pouvoir prioriser les VM qui sont en tout cas les plus impactantes pour nos clients et vraiment en tout cas pouvoir récupérer les données en règle générale plus rapidement ou en tout cas au moins aussi vite que la reconstruction du SI en parallèle. Donc on n'est vraiment pas un frein en tout cas sur cette récupération puisqu'on s'est travaillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc voilà un petit peu sur le processus de récupération. Pour aller un petit peu plus loin du coup sur les activités, c'est vrai qu'on l'a précisé, on a ce cas de finalement de dernier recours de récupération de données. Donc l'idée vraiment de cette présentation, c'était de pouvoir vous partager en tout cas cette solution et de vous sensibiliser au fait que cette solution existe et est réelle, en tout cas une réelle alternative au paiement de la rançon. Il y a aussi dans d'autres cas où finalement cette solution de récupération peut être aussi assez pertinente. Je pense notamment dans le cadre du forensic. Alors on pourrait, je ne sais pas si tu veux... Oui, je vais juste développer pour la partie forensique, parce que l'explication qu'on a faite, c'est dans les cas où le client n'a plus du tout de données, tout a été chiffré. Il y a quand même, heureusement, dans la majeure partie des cas, des backups chez les clients qui sont fonctionnels, qui n'ont pas été touchés. Donc dans ce cas-là, le client il repart, tout va bien. Par contre, les cesseurs commerciaux vont avoir besoin, eux, de savoir d'où est arrivée l'attaque. Pour ça, ils vont s'appuyer sur un certain nombre de logs qu'on retrouve donc dans les machines virtuelles. Et c'est là où on peut intervenir, parce que pour dérouler toute leur analyse forensique sur les différentes machines virtuelles pivots qui ont servi lors de l'attaque, si elles ont été chiffrées, leur analyse s'arrête là. Nous, on va les aider à récupérer les artefacts qui sont dans ces machines virtuelles qui ont été chiffrées par les méthodologies qu'on a expliquées précédemment et qui permettent pour eux d'aller beaucoup plus loin dans leur analyse forensique et voilà, de délivrer aux clients quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et en complément effectivement de tout ça, forcément avec les retours d'expérience qu'on a pu avoir, parce qu'on est intervenu malheureusement dans des cas où toute la chaîne et je dirais toute la stratégie de sauvegarde s'est montrée défaillante, puisqu'on est vraiment un dernier recours. On a effectivement consolidé une approche plutôt anticipation, en tout cas je dirais à ce type de risque. On se nourrit de tous ces cas concrets qu'on a pu observer pour venir justement répondre dans une démarche je dirais assez pragmatique, mais regarder la stratégie de sauvegarde et potentiellement partager en tout cas nos retours d'expérience en se basant sur l'existant évidemment pour une stratégie déjà et des actions à court terme et puis potentiellement sur des actions à plus long terme, puisqu'on le voit typiquement des solutions de sauvegarde immuables sur lesquelles on a pu intervenir parce que finalement l'immuabilité peut se limiter à un périmètre donné, donc si on peut viser une couche qui est un petit peu en dessous, l'impact est le même. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ce regard sur ces sauvegardes, sur ces cas concrets et de pouvoir en tout cas proposer des solutions aussi en amont. Voilà. Je sais pas si tu penses à d'autres choses. Non, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à la présentation technique.
Je ne sais pas s'il y a un système de question. Oui. Bonjour, je voudrais savoir quel est le délai en termes de récupération de données. Alors, c'est pas forcément évident à dire par rapport à un volume, mais on parlait de backup tout à l'heure, donc on imagine qu'une infra est complètement chiffrée au niveau de son backup. On fait appel à vous. Quel est le délai de récupération en moyenne? Alors, pour une intervention, je dirais express, vraiment, où voilà, on va intervenir en 7 sur 7, déjà au bout de 24 heures, on va être capable de dire s'il y a des possibilités effectives de récupération de données. Et j'ai envie de dire, même sous les 48 heures, on va commencer à restituer de la donnée. Un type base de données, ça peut être pour un ERP, ça peut être pour différentes choses, afin que le client puisse repartir dans son activité très vite. Ensuite, on va prioriser. Si on a 400 VM ou 10 VM, ce n'est pas forcément le même temps d'analyse, mais on va savoir prioriser exactement ce que souhaite le client et lui répondre vraiment plus vite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en règle générale, on va être plus rapide à récupérer la donnée que le client à reconstruire son système d'information.